Fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du mardi consacré, vous vous en doutez encore, à l'un des aspects de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 à travers le monde et sur le continent africain. Aujourd'hui, il est question de s'interroger sur l'apport des tradithérapeutes africains dans la recherche de solutions, dans les remèdes contre le Covid-19. Eh bien, nous aurons en ligne du Cameroun le docteur Charles Hobson, qui est tradithérapeute et qui se trouve aujourd'hui à Yaoundé pour répondre à l'appel du gouvernement camerounais, un appel qui a donc été lancé en direction des tradithérapeutes qui ont effectué des travaux afin de voir dans quelles conditions justement permettre que les résultats de ces recherches profitent à la communauté. Nous aurons aussi Carole Guissot qui est notre correspondante au Cameroun et qui interviendra pour nous parler de l'aspect stratégie de lutte au niveau du gouvernement. On aura bien entendu Paul Kananoura pour aborder les questions de géostratégie et bien entendu tout ce qui tourne autour de la relance des économies africaines, entre autres. Lagrange Simenou Agnankpe sur ce plateau également. Bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. Lagrange Simenou Agnankpe qui est directeur général du cabinet Lige Council et également diplomate. Avant de démarrer, bien sûr, en appelant nos correspondants, Lagrange Simenou Agnankpe, on aime d'abord évoquer les propos, la sortie du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé hier pour condamner les propos racistes tenus par des chercheurs, par un chercheur sur une chaîne de télévision privée française. Je vous remercie Aziz et je dirais que l'Afrique subit, sinon que les Africains subissent certains mots qui émanent d'eux-mêmes. Vous et moi, ainsi que certainement plusieurs téléspectateurs, ne sont pas sans savoir que depuis des décennies, l'Afrique sert de laboratoire d'essai à la mise en circulation de certains vaccins, de certains produits pharmaceutiques. Et nous avons remarqué, nous avons eu à un moment donné à faire quelques recherches sur le sujet et nous avons compris que dans certains pays, sinon dans la plupart de nos pays africains, il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Donc le chercheur occidental ou le chercheur européen qui sait qu'il a déjà depuis des décennies l'habitude de venir tester ses produits sur le peuple noir, sur les Africains en Afrique et qu'il reste impuni, qu'il ne se retrouve pas confronté à des normes mises en place sur ce terrain-là. Et même chez lui également, personne ne le poursuit, personne ne lui dit rien, mais il est normal qu'il ait le culot un beau jour de dire devant la presse internationale ou sur un plateau international que tel produit qui est en train d'être mis en place sera testé dans tel pays, dans telle contrée. Donc je salue la sortie du directeur général de l'OMS et j'en appelle plutôt à la responsabilité, à la prise de conscience de nous-mêmes Africains, de nous jeunes Africains, de nos autorités à divers niveaux. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est exprimé par visioconférence hier donc à ce sujet et qui a fortement condamné ces propos. On note aussi que le chercheur qui a tenu les dits propos a présenté ses excuses, la chaîne également. Et bien sûr, on espère que ces excuses sont
sont également le signe que désormais, ces chercheurs-là feront attention et regarderont l'Afrique avec d'autres yeux. C'est louable de s'excuser, c'est vraiment bien de présenter des excuses par-ci et par-là, mais je reviens et je répète encore que il ne s'agit pas, permettez-moi l'expression, je ne prends pas en considération ces excuses, je ne prends pas en considération ces propos, mais j'en appelle encore à la prise de conscience. Mettons en place des normes. C'est tout à fait normal que des produits soient expérimentés avant d'être mis en circulation. C'est tout à fait normal que des vaccins soient expérimentés à la limite sur des êtres humains avant d'être appliqués et avant d'être mis sur le marché mondial. Mais il serait vraiment judicieux que cette situation qui est en train de se produire en ce moment, cette pandémie, amène les uns et les autres, et particulièrement les autorités politico-administratives africaines, à commencer à réfléchir déjà à la mise en place d'un certain nombre de normes qui permettront de réglementer cet aspect-là, qui permettront que cela se fasse dans la transparence et dans le respect de ces règles-là. Et j'en appelle également à la jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités. Il ne suffit pas de se lever tout le temps et de tempêter que tel chef doit partir, que tel chef ne fait pas le boulot. Voilà des actions qu'il faut faire et voilà ce qui peut alimenter de l'activisme et qui va apporter beaucoup à l'Afrique. Avant de glisser sur le thème à proprement parler, nous allons peut-être tenter de joindre Paul Kananoura qui se trouve à Bordeaux en France. Paul Kananoura, dont la Fondation a salué le fait que des pays de la sous-région d'Afrique centrale, les pays de la CEMAC, aient en bloc rejeté l'idée de faire tester ces vaccins sur leur population. Paul Kananoura, bonsoir. Oui, bonsoir Aziz, bonsoir les collègues et téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Effectivement, l'Institut Mandela a remercié les pays membres de la CEMAC, le Ghana et le Nigeria, qui ont tout à fait pris des décisions légitimes et souveraines de ne pas accepter les essais cliniques ou les tests de vaccins sur les populations. C'est à saluer. Parce que l'Afrique est en crise épidémique et sanitaire permanente depuis longtemps. Et nous connaissons beaucoup des maladies infectieuses dont le protocole d'ailleurs pour les vaccinations n'a pas été respecté. Donc, c'est le temps de la prudence. Parce que gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi décider. Vu les circonstances actuelles, c'est décider vite. La priorité absolue pour le moment est de protéger la santé et la sécurité sanitaire des populations africaines. Donc, suspendre toute campagne de vaccination, y compris les vaccinations ordinaires actuellement, serait une décision sage, intéressante, pour éviter que les virus, surtout le Covid-19, puissent muter. Et quelles sont les informations qui vous sont parvenues? Est-ce que ce vaccin avait déjà été expérimenté en dehors du continent africain, notamment sur des animaux? Et ça, c'est ce qui est relayé par les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Il y a un manque d'informations, un manque de protocole, et voire même, si vous recherchez sur tous les sites, il n'y a même pas de brevet. Et normalement, dans un temps normal, un vaccin, pour trouver un vaccin, ça prend 12 mois à 18 mois. Et nous sommes à quelques mois de l'épidémie. On veut tout simplement prendre les Africains comme des cobayes. Il faut dire non, non, non aux vaccins, même aux expérimentations cliniques sur les Africains. Nous avons souffert depuis longtemps. Et donc, il ne faut pas tout simplement céder à la tentation de la facilité de quelque chose qu'on ne connaît pas les effets, qu'on ne peut pas maîtriser les conséquences d'ici 10 ans ou 30 ans. Vous savez, même si on se cache, les vaccins que nous avons reçus dans les années 80 commencent à révéler ses effets aujourd'hui. Nous observons
dans une tranche d'âge de plus de 40 à 55 ans, dans la majorité des Africains, une impuissance partielle des hommes et une infertilité des femmes. C'est lié au vaccin que nous avons pris dans les années 80. Donc, il faut dire non, parce que même ce qu'on a pris à l'époque commence à faire des ravages aujourd'hui. Si vous allez dans tous les pays africains, vous verrez que les hommes de notre génération, ils sont toujours courir derrière à Toté. Si vous allez là, à côté de chez vous, au Gabon, là où on produit à Toté, vous verrez là que vous comprendrez les ravages. Donc, il faut les éviter aujourd'hui. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui vont décider l'avenir de demain, de toute une génération, de tout un pays, de tout un continent. Et comme l'Afrique, tout simplement, la démographie dérange, et je pense qu'il ne faut pas accepter n'importe quoi pour freiner notre démographie, qui sera une puissance, un des éléments de puissance de demain. Et le continent africain qui est, selon de nombreux experts en démographie, en études démographiques, un continent qui va dans les 10 aux 20 prochaines années devenir un des continents avec la population l'une des populations les plus fortes au monde. Nous sommes actuellement en train d'entrer de plein pied dans le thème d'aujourd'hui, à savoir quel apport les tradithérapeutes ont dans cette lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. Est-ce qu'au niveau des différents États, ils sont pris en compte? Nous avons en ligne de Yaoundé au Cameroun le docteur Charles Hobson, qui est tradithérapeute depuis de nombreuses années et qui a mis au point 3 produits qui pourrait permettre de venir à bout du Covid-19. Il s'est rendu à Yaoundé au Cameroun et répondre à l'appel du gouvernement à l'endroit de ces tradithérapeutes pour présenter leurs produits et voir dans quelle mesure les rendre utiles à la communauté. Docteur Charles Hobson, au Cameroun, les tradithérapeutes sont mis à contribution dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Je suis à Yaoundé effectivement pour cela, parce que mon travail que j'ai comme produit là déjà disponible sur le terrain, nous sommes en train d'aider les gens. Il y a des malades que j'ai déjà soignés et des malades que je vais continuer à soigner. Docteur Charles Hobson, quelle est la procédure pour tester l'efficacité de vos produits? Mais la procédure, c'est la procédure scientifique. On doit faire un test aléatoire, contrôlé, à double aveugle, où on va prendre un groupe de personnes qu'on va tester et puis voir l'efficacité. C'est pour ça que nous sommes là. Nous savons que le produit est efficace. Nous savons que le produit n'est pas toxique. Mais il faut qu'on prenne une démarche scientifique pour le tester. Et c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Que vous soyez encadré par les autorités, mais par qui êtes-vous soutenu pour mener ces recherches? Je suis soutenu par le délégué régional de la recherche scientifique et de l'innovation littorale. J'ai déjà présenté mes produits à cette délégation-là. J'ai présenté mes produits à Yaoundé, à l'OMS. J'ai présenté mes produits à la CEAC lorsqu'ils avaient une riposte sur Ebola à l'époque. J'ai gagné des prix ici, j'ai gagné des prix à l'international. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Je sais qu'il y aura toujours des virus. Nous travaillons sur les virus depuis des années. Donc, on n'est pas surpris. Tout ce qu'on fait, c'est essayer de personnaliser nos produits de manière à combattre n'importe quel virus sur la face de la Terre. Parce qu'il y en aura toujours. On aura
sera toujours Dr Charles Hobson. On vous reprend dans quelques instants, mais nous allons cette fois être avec Carole Guissot, correspondante de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale à Yaoundé au Cameroun. Carole Guissot, bonsoir. Déclaré, 658 cas déclarés par le ministère de la Santé publique camerounais, par le ministre de la Santé publique camerounais en ce qui concerne le coronavirus. Plusieurs personnes sont encore en quarantaine et ce sont ces personnes-là qui sont testées tous les jours et qui grossissent un peu les chiffres au niveau du Cameroun. Le Cameroun qui, je vous le rappelle, je pense, occupe aujourd'hui la troisième place des pays les plus touchés d'Afrique subsaharienne, ou l'Afrique australe si vous voulez bien. Donc, par rapport à cette augmentation du nombre de cas des personnes infectées par le coronavirus, l'État camerounais a donc mis sur pied, renforcé les mesures de lutte contre la propagation du virus dans les deux capitales du pays, Yaoundé et Douala. À Douala, depuis hier, il y a une campagne de testing de masse qui est organisée dans la ville. Toute personne qui aurait été en contact avec une personne déclarée positive au coronavirus est systématiquement testée. Des campagnes d'assainissement des marchés sont également effectuées dans les lieux publics, etc., pour désinfecter un peu l'environnement. À Yaoundé, ce n'est pas encore le cas, même si c'est Yaoundé qui est donc la capitale du Cameroun et la capitale de la région du centre, la capitale la plus touchée par la pandémie. Ce n'est pas encore le cas ici de cette grosse campagne de tests massifs. Ce ne sont que des personnes mises en quarantaine qui sont encore testées pour l'instant. Carole Guissot. Donc, je vous le disais, les mesures ont été renforcées. Oui, Carole Guissot, les tradithérapeutes, on sait qu'ils sont très sollicités. Est-ce que vous avez une idée de l'afflux vers ce type de médecins actuellement? Est-ce que plutôt que d'aller vers les centres officiels, on a des personnes qui se ruent vers les tradithérapeutes? Bien sûr, plusieurs personnes se ruent vers les tradithérapeutes. En fait, les Camerounais n'avaient pas attendu l'avènement de cette pandémie pour préférer les tradipraticiens. C'est une habitude ici. Parce que les produits sont moins chers qu'à la pharmacie, parce qu'ils sont accessibles. On n'a pas besoin d'attendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir un rendez-vous avec le spécialiste. C'est là, c'est direct, c'est accessible. Les tradipraticiens sont accessibles. Donc, il y a déjà que nous sommes dans le continent africain. Donc, nous avons nos petites recettes de grand-mère qu'on met sur pied ça et là dans différentes maisons, selon les tribus, selon les ethnies dont on est originaire, mais ces tradipraticiens aujourd'hui, certains ont le vent en poupe parce que la campagne selon laquelle il y a beaucoup plus d'effets secondaires par rapport aux médicaments de pharmacie que les médicaments proposés par ces tradithérapeutes-là. Donc tout le monde y va. Ils proposent ce qu'on connaît déjà. Ils utilisent des produits qu'on connaît, qui sont dans nos champs, qui sont derrière nos maisons, par rapport aux pharmacies dont on ne connaît pas très souvent la provenance des produits utilisés. Donc là-bas, les populations camerounaises sont un peu habituées à tous les produits que proposent les thérapeutes. On connaît le citron, on connaît l'ail, on sait que c'est quelque chose qu'on utilise à la cuisine. Donc quand un tradithérapeute vous dit ce médicament est à base d'ail, est à base de citron, de fenouil, est à base de camomille, est à base de coups de girofle que nous retrouvons dans nos champs, que nous connaissons tous, eh bien, c'est naturellement qu'on préfère le tradithérapeute aux pharmaciens qui, je vous signale en parallèle, qui ont augmenté les prix de certains médicaments comme la fameuse chloroquine ou encore la thromycine qui sont donc utilisés dans le protocole de traitement ici au Cameroun. Alors,
l'accessibilité, Carole Guissot, merci, on vous reprendra dans quelques minutes. L'accessibilité des personnels soignants pose problème. Il y a une proximité, la Grange Chimenois à Nyangpé, par rapport aux habitudes, à l'héritage culturel entre les Africains et les tradithérapeutes. Oui, Aziz, il faut, je crois, souligner que dans les années antérieures et avant la colonisation, avant que le colonisateur ne vienne s'installer et n'apporte une certaine modernité, nos parents, nos ancêtres, nos aïeux avaient des moyens propres à eux que nous appelons traditionnels pour se soigner. Il y avait une médecine africaine. Il y avait une médecine africaine. Il y avait une médecine africaine qui était connue et dont la renommée allait très loin. Première chose. Deuxième chose, il faut dire qu'avec l'arrivée de la colonisation, ils ont été repoussés, sinon je dirais même reprimandés, combattus pour installer un nouveau système qui aujourd'hui a amené la médecine moderne. Nous ne sommes pas contre parce qu'elle est moderne, elle apporte beaucoup plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter notre médecine traditionnelle. C'est vrai que le colon a réussi à les mettre en retrait pendant longtemps. Mais beaucoup d'Africains sont restés attachés à ces valeurs-là parce qu'il y a eu, de génération en génération, il y a eu un transfert. Ces tradithérapeutes d'alors, qui étaient nos ancêtres, ont transféré les connaissances qu'ils avaient de ces plantes-là. Parce que tout part des plantes, hein. Tout part des plantes. Ce ne sont pas d'autres produits. Tout part des plantes. Ils ont eu le temps de transférer aux générations qui se suivaient et ces générations aussi transféraient au fur et à mesure. Ce qui fait qu'on n'a pas pu les éradiquer. Ils sont toujours là, ils travaillent et il y en a qui font du très bon boulot. Là où la médecine moderne échoue, c'est la médecine traditionnelle qui vient apporter un secours aux personnes souffrantes. Donc, je salue ce docteur camerounais qui a dit qu'il n'a pas attendu que le mal arrive en Afrique avant d'alerter ses autorités et qu'il faisait des travaux depuis des années. Vous savez, depuis 1220, quand vous faites attention, chaque centenaire, il y a une épidémie qui arrive. 1220, 1320, en 1420, je ne sais pas, mais en 1520, ça a repris, 1620, 1720, 1820, 1920. Et aujourd'hui, il y a des cycles. Aujourd'hui, 2020, nous avons cette pandémie-là. Ce docteur, ce tradithérapeute a dit qu'il n'a pas attendu que la pandémie arrive en Afrique. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui essaie d'être cohérent et qui prend de l'avance. Et ces autorités l'ont accompagné parce qu'il a dit, vous lui avez posé la question, vous êtes accompagné par qui? Qui est-ce qui vous suit? Qui est-ce qui vous cadre? Il dit le délégué régional. Ça veut donc dire qu'il y a déjà une prise de conscience au niveau des autorités camerounaises. Donc, il serait vraiment souhaitable que cette prise de conscience soit généralisée. La Grange Chimenois à Nyangpé, oui. La recherche en Afrique doit être soutenue, mais il y a aussi des difficultés sur le terrain. Il y a les lobbies pharmaceutiques qui souvent s'érigent en rempart. Oui, il y a des lobbies pharmaceutiques qui s'érigent en rempart. Il y a beaucoup d'autres difficultés sur le terrain que rencontrent ces tradithérapeutes. Il faut déjà dire qu'il n'a pas été facile dans plusieurs pays pour ces tradithérapeutes-là de pouvoir s'affirmer. Ça a été très difficile. Et dans certains pays, ça a été farouche. Mais l'État, dans la plupart de ces pays-là, a su raison garder et sagement a pu s'arranger pour que cette tradithérapeute-là puisse s'exprimer, même s'il n'y a pas eu de véritable loi, s'il n'y a pas eu de véritable cadre, de véritable réforme pour cadrer ces mécanismes-là. Mais ce que je voudrais également dire, c'est saluer ce travail-là que font ces chercheurs-là qui, malgré les pesanteurs, malgré les influences, ne se rangent pas, mais décident quand même, vaille que vaille, d'apporter leur solution, d'apporter cette solution-là pour apaiser un certain nombre de personnes. En dehors de ça, moi je voudrais également dire que le gouvernant demeure celui-là qui a le rôle régalien de cadrer, de mettre de l'ordre et d'imposer un certain nombre de décisions
à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a des lobbies pharmaceutiques. C'est vrai que nous estimons que pour la plupart de ces tradithérapeutes-là, il y en a dont les produits pourraient constituer des risques parce qu'ils n'ont pas subi tel contrôle, parce qu'ils ne viennent pas de tel laboratoire. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que cette pandémie va pouvoir permettre à ce qu'il y ait des états généraux ou qu'il y ait des cadres de concertation des tradithérapeutes sous le leadership des gouvernants et pourquoi pas associer ces pharmaciens qui estiment, bon, certains, j'ai découvert dans plusieurs pays, dans plusieurs de nos pays africains, qu'il y en a qui vont, il y a certains médecins, il y a certains pharmaciens qui vont vers ces tradithérapeutes-là et qui travaillent avec eux pour la mise sur le marché de certains produits. Il y a même des médecins qui vont vers eux africains, qui vont vers ces frères africains pour avoir également à apprendre. Il y a de plus en plus d'échanges. De plus en plus d'échanges. À un moment donné, nous avons même... partage de connaissances. De partage de connaissances. À un moment donné, nous avons même proposé qu'il y ait un cadre de concertation au niveau africain de ces tradithérapeutes-là et que que ce soit l'Union africaine ou les organisations régionales puissent voir dans quelle mesure apporter un soutien financier, un soutien intellectuel et un cadre à ces tradithérapeutes-là. Et on note au passage, Lagrange Simenou à Nyangpé, que pour bien marquer la difficulté qu'il y a pour les produits de ces chercheurs africains à s'imposer même dans les pays du continent, eh bien nous avons ce communiqué qu'on a parcouru de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso qui vient interdire l'utilisation de la pivirine, donc du produit du professeur Valentin Agan, alors même que les autorités au-dessus, donc les ministères compétents, ont décidé officiellement de faire subir des tests aux personnes souffrant de Covid-19. Mais bon, on voit bien qu'il y a des intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Nous avons également une autre interrogation. Et nous allons justement joindre à nouveau le docteur Charles Hobson. Est-ce que vous avez espoir que cette épidémie de Covid-19 qui, au fur et à mesure que les jours passent, prend du terrain sur le continent africain, va être contenue? Bien sûr que oui, M. Aziz. L'État peut le faire. Ça dépend de la volonté politique de chaque pays. Vous avez vu, j'ai un collègue au Bénin qui a mis au point à Préville, qui a été... D'ailleurs, vous avez suivi les informations. Absolument. Le gouvernement du Burkina Faso a fait des tests là-dessus immédiatement. Ils ont pris ça en charge. C'est de fait ce que les autres États doivent faire. Au lieu d'attendre que le miracle vienne d'ailleurs. Ils devraient le faire pour les produits prêts d'ici depuis plus d'un mois aujourd'hui. Si l'État était proactif, je pense qu'on serait déjà à la phase test, on aurait même déjà établi des résultats de ces produits-là. Mais je continue à espérer que avec la flambée des cas d'infection ici, les gens vont finalement prendre confiance et on va essayer également des solutions locales. Et quelles sont ces solutions que vous préconisez? J'ai espoir, je suis optimiste, parce que je sais que les solutions sont là. Maintenant, la grande question, c'est comment utiliser ces solutions-là. Si on les utilise pas, malheureusement, toutes les prédictions qui sont faites à cause de la fragilité des populations vulnérables, et tout ce que ça produit au niveau de l'impact sur le plan socio-économique, les gens seront obligés de sortir. Donc le confinement ne résout pas les problèmes, ça crée d'autres problèmes. Donc si les gens continuent à sortir, il y aura toujours des risques de contamination. Et s'il y a des risques de contamination, il y aura des risques de décès. Parce que vous le savez d'ailleurs, il y a plus de 50% de personnes qui sont asymptomatiques. Alors comment on peut prévenir de ce si on n'a pas des indices? Il faudra faire des tests. Ces tests vont coûter cher aux États. Pourquoi ne pas utiliser des solutions préventives comme la mienne
Parce que j'ai une solution préventive. Donc, c'est des solutions préventives qui peuvent permettre d'arrêter la transmission de la chaîne. Et justement, quelles sont exactement ces solutions préventives? Bon, j'ai d'abord les cellules que j'ai mises au point qui sont constituées de 8 plantes très documentées scientifiquement, qui ont des vertus d'abord antivirales et qui ont également des vertus immunogènes, c'est-à-dire que c'est des plantes qui renforcent le système immunitaire, documentées dans les plus grands laboratoires du monde. Ok, ça c'est la première solution. J'ai un whisky que j'ai mis au point depuis plus de 2 ans. C'est un whisky qui a plusieurs vertus, plus d'une centaine de plantes. Et ce whisky-là également peut prévenir, ça peut prévenir la maladie. Et ce whisky-là, ça soigne plusieurs maladies, y compris la prévention du Covid-19. Le troisième produit que j'ai, c'est un café. Il y a de 26 plantes médicinales que j'ai également étudiées aux États-Unis. Et ce café-là, il y a des malades qui sont en train d'utiliser aujourd'hui et qui sont en train de retrouver leur santé. Donc c'est également un produit préventif et curatif. C'est des produits qui sont ici, que j'utilise depuis pour soigner plusieurs maladies, y compris le cancer, le sida et plein d'autres maladies que je soigne ici à Douala. Donc, ce n'est pas des produits nouveaux. Ils ont été testés avec beaucoup de succès. C'est des produits qui ont été adoptés par beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'inquiétude, qui n'ont pas peur du Covid parce qu'ils savent que leur système immunitaire est renforcé. Et tant que vous avez un système immunitaire renforcé, vous n'allez pas devenir victime de ce virus-là. Parce que c'est en fait une grippe comme toute autre grippe. C'est un virus qui est vulnérable. Il peut être complètement éradiqué dans le corps si votre système immunitaire est renforcé. Docteur Charles Hobson, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et je dis à toutes les populations de Libreville du Gabon de se calmer parce que quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, ça vous fragilise, votre système immunitaire est altéré et vous allez devenir des victimes. Donc il se calme, on doit rassurer les gens au lieu de continuer à amplifier la psychose collective. Un message rassurant également pour les autres populations du continent africain, mis à part les populations de Libreville, à qui vous avez adressé ce message. Paul Kananoura, si vous êtes en ligne, nous avons davantage de problèmes dans le domaine de la recherche sur le continent africain. Est-ce que cette crise sanitaire liée au Covid-19 ne va pas être l'occasion pour nos différents États de tout remettre à plat et de changer, bien sûr, leur stratégie en matière de prévention des maladies, mais également revoir complètement les différents systèmes de santé? Alors, Paul Kananoura va revenir d'un moment à l'autre. Lagrange Simenou à Yampé, nous notons qu'il y a un gros problème en ce qui concerne les pays africains au niveau de la recherche scientifique qui pourtant devrait être porteuse d'espoir justement et parfois très peu soutenue. Est-ce que ce n'est pas parce que, en ce qui concerne les États, ce domaine-là n'a pas été pris pour une priorité? Exactement. C'est tout à fait que ça. En fait, il faut dire que pour plusieurs États et pour plusieurs gouvernants, la recherche scientifique n'est pas une priorité. La recherche scientifique n'est pas valorisée parce que pour eux, il y a certainement beaucoup d'autres priorités. Et on ne peut pas, à mon humble avis, en vouloir à tel État ou à tel gouvernant parce que il a fait une liste de ses priorités et a mis la recherche scientifique au second rang. Je pense qu'au-delà des États, c'est-à-dire des gouvernants, il y a également des personnes dans nos nations, il y a des entités dans nos nations qui peuvent financer la recherche scientifique, qui peuvent valoriser la recherche scientifique et se faire accompagner de façon institutionnelle par l'État. Donc,
il faut déjà dire que plusieurs pays africains ont très peu de moyens. Et ce qui rappelle encore le principe de l'unité. Il serait vraiment bien que, au niveau des processus d'intégration africaine et au niveau des processus d'intégration régionale et sous-régionale, que l'on puisse mettre en place des mécanismes qui vont permettre la recherche scientifique, qui vont valoriser la recherche scientifique et qui vont permettre à ces chercheurs-là de pouvoir vraiment faire du bon travail. Quand vous prenez l'exemple du docteur Valentin Agon qui a produit Apivirine depuis 20 ans, quand vous prenez le professeur Raoul en France qui a été le premier à proposer la chloroquine, mais c'est des années antérieures de recherche qui les ont amenés à se rendre compte que face à une pandémie du genre, voici ce qu'il est en mesure de faire. Et ils n'ont fait qu'actualiser les résultats de ces recherches-là qui étaient là. Ce qui a fait que lorsque le produit Apivirine du docteur Valentin Agon a été proposé à ce Français-là au Burkina Faso et à sa famille, cela a marché. Et sur un certain nombre de personnes, comme le disait le docteur Paul Kananoura, ce qui a amené les autorités du Burkina Faso à lui faire appel. Même si au bout du chemin, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ordre des pharmaciens qui a sorti un communiqué. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous ne savons pas. Mais il faille asseoir aujourd'hui des mécanismes pour vraiment parer à toutes ces mesures-là, et à tous ces, je ne sais pas s'il faut les appeler, toutes ces oppositions, parce que je comprends un peu que l'ordre des pharmaciens fasse un communiqué pour fustiger, pour interdire l'usage de l'apivirine, mais je ne connais pas les raisons qui ont motivé ce communiqué-là. Je ne sais pas si à un moment donné ou à un autre, l'ordre des pharmaciens a voulu s'intéresser à la chose, que l'État a dit non. Quoique l'État reste souverain et l'État reste le garant de la santé, le garant de la sécurité, le garant d'un certain nombre de choses. Et précisons pour nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le Gabon d'où nous émettons, puisque le siège de votre chaîne panafricaine internationale, la Belle Radio et Télévision, se trouve au nord de Libreville, dans la commune d'Akanda. Eh bien, nous précisons pour ces téléspectateurs que nous avons essayé hier de joindre le responsable, le porte-parole du comité de pilotage et de riposte du Covid-19 au Gabon, le docteur Guy-Patrick Obiandon, à travers la direction de la communication de ce département sans succès. Nous avons essayé, bien sûr, de joindre la responsable de la communication, mais aucune réponse ne nous est parvenue. On aurait bien aimé avoir la position, l'opinion du comité de veille et de lutte contre le Covid-19 du Gabon au sujet de la place à accorder à ces tradithérapeutes et à la médecine traditionnelle pour venir appuyer les solutions qui existent déjà. Pour la suite, on va également indiquer qu'il y aura une nouvelle configuration bientôt. Le Covid-19, c'est vrai, continue de faire des ravages, mais après cette étape, nous aurons certainement une redéfinition des choses à travers le monde en ce qui concerne les différents équilibres qui se trouvent aujourd'hui bousculés. Effectivement, il faut dire, Aziz, que beaucoup de choses, sinon beaucoup de secteurs ont été fragilisés par cette pandémie. Le secteur des transports a été très fragilisé. Aujourd'hui, tous les avions pratiquement, sinon 80 ou 90% des avions dans le monde entier sont au sol. Et c'est une grande perte pour l'économie aérienne. En dehors du secteur des transports aériens, le secteur également des transports ferroviaires, le secteur des transports routiers est atteint. En dehors de ça, il faut dire également que plusieurs autres secteurs sont atteints. Le secteur de l'éducation, le secteur éducatif. L'éducation qui est la base sur laquelle reposent beaucoup de choses est atteinte. Les écoles sont fermées et aujourd'hui, nous avons appris qu'en France, le baccalauréat ne sera plus un examen en présentiel,
ne sera plus un examen comme il se faisait par le passé. Et au niveau de l'Afrique aussi, je pense qu'un certain nombre de pays sont en train de vouloir envisager cette mesure-là. Donc le secteur éducatif a été atteint. Ça voudra dire que tout le monde a été d'une manière ou d'une autre fragilisé par cette pandémie, ce qui va redéfinir un certain nombre de choses. Mais moi, je serais vraiment heureux que l'Afrique prenne véritablement ses responsabilités, que nos gouvernants nous fassent le privilège d'innover pour une fois, afin que le peuple africain puisse les applaudir, qu'un certain nombre de mesures commencent déjà par être pensées. Nous avons assez de technocrates dans nos pays. Nous avons quand même les moyens de faire asseoir ces technocrates-là pour qu'un certain nombre de réflexions commencent par être menées dans ces domaines-là, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation et également dans le domaine de la santé. Nous avons parlé des tradithérapeutes, que certain nombre de réflexions commencent par être menées parce que avant de prendre des décisions, il faut mener des réflexions, il faut asseoir un certain nombre de personnes ou de personnalités, je ne sais pas, un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, de personnes quand même qui ont de la matière pour pouvoir aider les autorités à prendre ces décisions-là. Donc moi, c'est mon vœu, c'est mon plus grand vœu. Et nous allons à nouveau rentrer en contact avec Carole Guissot. Carole Guissot, actuellement dans la sous-région d'Afrique centrale, le Cameroun est le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas. Est-ce que le confinement général est envisagé? Si oui, comment cela va-t-il pouvoir se faire? Le docteur Charles Hobson a indiqué qu'il va être difficile pour les populations, pas seulement au Cameroun d'ailleurs, pour les populations de respecter un confinement général à travers le continent africain. Aziz, c'est une mesure qui est déjà envisageable, qui est déjà même envisagée. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a même pas encore de confinement partiel parce que tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui au Cameroun, c'est de se protéger, de porter son masque lorsqu'on sort, d'observer la distanciation avec son prochain, de se laver continuellement les mains avec du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou de rester chez soi quand on n'a rien à faire dehors. Donc voilà un peu les mesures que respectent les Camerounais à l'heure actuelle. Mais dans un tweet récent du ministre de la Santé, on a senti un peu de la gêne du docteur Manaouda Malachi, qui est le ministre camerounais de la Santé, quand il disait « Mes amis, l'heure est grave. Nous sommes on était encore à 500 et poussières de cas. Il dit « L'heure est grave. Je crains que dans les jours à venir, qu'on observe une certaine démesure dans le comptage des cas de personnes infectées par le coronavirus. Je vous prie de rester chez vous. » En fait, on a lu cela comme une sorte d'interpellation du ministre de la Santé publique envers sa hiérarchie, qui est donc le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr John Goudé, ou alors le président de la République. Donc c'était un peu perçu comme un cri d'alarme du ministre de la Santé envers ses patrons, qu'il est temps que le Cameroun observe le confinement général. Mais maintenant, au niveau de la population, socialement et psychologiquement parlant, c'est un peu difficile. Les experts économistes, sociologues, anthropologues, etc., disent que à peu près 60 à 70% de l'économie du Cameroun est informelle. Il y a plusieurs personnes qui vivent au jour le jour, donc ils ont besoin de sortir travailler pour avoir de quoi se nourrir. Donc ce serait un peu difficile de confiner de telles personnes à la maison. Il n'y a pas assez d'argent pour faire de gros achats dans les supermarchés comme une minorité ici. Voilà, les gens vivent au jour le jour. Comment on va trouver l'argent où pour faire des grands marchés, pour nous approvisionner, nous les pauvres? Comment est-ce qu'on va s'en sortir pour vivre ce confinement général?
Et il y a aussi la question de l'électricité et de l'eau qui n'est pas tout le temps disponible dans les maisons. Donc, quand il n'y a pas d'électricité à la maison, comment est-ce qu'on va vivre ce confinement-là avec la viande, du poisson qu'on a gardé au frigo pour plusieurs jours? Tout cela va se gâter. Donc, la question du confinement en général, sanitairement parlant, ça doit se faire, mais socialement parlant, psychologiquement parlant, économiquement parlant même, les Camerounais ne sont pas prêts. On note bien que de nombreux pays à travers le continent ont aussi une économie majoritairement dominée par le secteur informel. Avant, il y avait déjà le président Patrice Talon qui a évoqué l'impossibilité de mener les populations à un confinement général, vu que les problèmes que vous venez d'évoquer sont courants à de nombreux pays, communs à de nombreux pays africains. Carole Guissot, merci. Nous allons essayer d'avoir cette fois Paul Kananoura. Pour voir dans quelle mesure le continent africain pourrait tirer profit pas de ce chaos, mais de cette grave crise sanitaire qui met toutes les économies à terre. Oui, bien sûr, tout est une question de volonté politique et de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, vous voyez que la Chine utilise les masques comme une arme géopolitique. Il faut que demain, l'Afrique aussi utilise la médecine traditionnelle comme un outil géopolitique à la place de subir les recherches extérieures et à la place de subir les vaccins nocifs. Je pense que pour se positionner clairement en termes économiques, effectivement, aujourd'hui, il faut prendre les bonnes mesures socio-économiques pour aider les populations à passer le cap et à soutenir les économies africaines. Et demain, consacrer l'effort sur la recherche de la médecine traditionnelle pour avoir un outil géopolitique de discussion avec le monde. Exactement, et vous venez de le souligner tantôt, on a vu que la Chine utilise son industrie de fabrication de masques comme un outil géopolitique, mais les États africains ont un problème. Tous les centres de recherche sont quasiment aux mains des Français ou des puissances occidentales. Parlons de l'Institut Pasteur, par exemple, à Dakar, au Sénégal. C'est ça qu'il faut corriger. Et heureusement qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle est encore libre, c'est-à-dire qu'il faut faire des laboratoires de médecine traditionnelle, au moins de type régional, et dans des pays qui sont capables, pour en faire une arme géopolitique. Non seulement, premièrement, pour se guérir, et se prémunir des épidémies, parce qu'on voit que ça guérit rapidement sans conséquence. Et deuxièmement, pour soigner les autres. Mais Paul Kananoura, il y a aussi une autre écueil. Nous avons, pour ce qui existe comme structure et centre de recherche, des laboratoires qui sont en ce moment même contrôlés est géré par des Occidentaux sur le continent africain. Il y a ce problème d'expertise. Il n'y a peut-être pas eu à temps de transfert de compétences. Comment peut-on s'assurer maintenant que les travaux vont conclure aux résultats que nous attendons? Transfert de compétences est une utopie irréalisable. Nous n'avons pas besoin de transfert des compétences parce que les compétences, nous les avons. Je citais tout à l'heure, avant que ça s'occupe, un parterre de chercheurs dans les différents domaines. Nous sommes avec un chercheur, nous avons même des départements dédiés à la santé traditionnelle au Burkina Faso. Nous avons l'Institut Supernova créé par les médecins d'origine africaine qui ont fait le corps de santé navale et exerçant partout, que ce soit dans le monde et en Afrique.
présidés par le docteur Orogan Damba, qui ont pour l'objet d'expertise et de conseil en santé publique et de la recherche. Donc, nous avons la matière grise. Nous avons la matière première qui est les plantes par lesquelles on fait tous les médicaments du monde. Et donc, ce qui manque, c'est les moyens financiers pour faire aboutir à la recherche. Et les moyens financiers, nous les avons, parce que nous avons de l'argent. Au lieu de mettre l'argent dans les événements d'amusement public, comme les concerts géants, cet argent, on peut maintenant la mettre dans la recherche pour soigner les populations, pour guérir même les populations. Je pense que ça sera un bon investissement. Donc, je résume. Nous avons la matière grise, nous avons la matière première qui sont les plantes médicinales et pharmacologiques et aromatiques. Et trois, tout simplement, nous devons dégager les moyens financiers pour faire fonctionner, afin de faire la médecine traditionnelle un outil géopolitique de respectabilité. Au lieu de renvoyer toujours l'image d'aider les structures sanitaires en Afrique, non. Cette image est désolante quand même. Et il y a de nombreux pays en Afrique de l'Ouest qui ont commencé à intégrer les cours d'apprentissage de médecine traditionnelle au sein de l'enseignement supérieur. On a vu l'exemple du Togo et peut-être d'autres pays qui m'échappent, dont les noms m'échappent à l'instant. Il y a une prise de conscience, la grande Chimène Agnankpe, qui devrait aboutir à cette autonomisation réelle des pays africains pour un domaine aussi important que celui de la santé. Si, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience et comme vous l'avez dit, le Togo est en train de donner l'exemple en Afrique de l'Ouest et j'ose croire que d'autres pays également dans les autres régions vont donner l'exemple et que finalement l'Afrique pourra véritablement parler d'une même voix parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience, oui, mais après la prise de conscience, il faudra œuvrer à un cadre de concertation afin que ce domaine-là parle d'une même voix, que ce secteur parle d'une même voix. C'est ce qui est vraiment fondamental parce que si aujourd'hui le Bénin reconnaît l'apivérine du docteur Valentin Agon et qui se fait que en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud dit non, que ce produit ne vienne pas sur notre territoire, vous voyez qu'il y aura un petit problème. Donc la base fondamentale, c'est de mettre en place des mécanismes nationaux et que des autorités politico-administratives nationales qui représentent au niveau régional ou international le peuple puissent mettre en œuvre également des mécanismes afin que chemin faisant, l'Afrique puisse parler d'une même voix comme ils l'ont dit lors de leur téléconférence récemment du bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, même si ils n'ont pas parlé de l'implication de la médecine traditionnelle. Quand vous prenez un exemple, vous prenez le cas de la Tunisie. Vous savez, nous avons beaucoup perdu parce que nous n'avons pas pris à temps ce facteur, cet avantage-là que nous avions de n'avoir pas été infectés rapidement en Afrique. La Tunisie, lorsque la Tunisie a eu vent de ce qui se passait en Asie, la Tunisie a pris des mesures au-delà de la Corée du Sud et d'autres pays dont nous parlons la dernière fois. La Tunisie a pris un certain nombre de mesures qui fait qu'aujourd'hui, dans le silence, mais dans la discipline et dans la recherche, ils avancent et ils réussissent à contrer cette maladie. Des robots qui aident la police à... Et au-delà de ça, il faut aussi dire que quand vous prenez des villes qui sont proches de Wuhan, où est partie cette épidémie, il y a des villes comme Hong Kong, il y a Pékin, il y a des villes où il n'y a pas eu d'infection à grande échelle. Mais parce qu'il y a eu une discipline. Je ne sais pas si vous voyez un peu le port du masque qui a été exigé. Nous parlons de confinement aujourd'hui, mais est-ce que le confinement général sera la solution? Est-ce que le confinement général est la solution? Bon. Alors, il y a un débat parmi les experts qui est ouvert. Paul Kananoura est peut-être en ligne pour la conclusion. Paul Kananoura, une autre Afrique est possible après le Covid-19 et nous l'appelons de tous nos voeux.
Oui, bien entendu. Il n'est pas non seulement possible, il est souhaitable, parce que nous devons prendre le problème de ces maladies sous le prisme africain. Premièrement, tu peux vous résister à certaines maladies, comme vous le savez. Deuxièmement, nous connaissons que le virus change en fonction des populations et de l'environnement. Troisièmement, nous connaissons que les réponses immunitaires sont différentes en fonction des populations. Et quatrièmement, nous connaissons aussi que les aliments que nous prenons à base de plantes protègent contre le virus. Donc, à partir de ces 4 éléments, nous devons effectivement disponibiliser les moyens financiers et techniques pour accompagner la recherche traditionnelle afin de la faire un outil géopolitique d'influence dans le monde. Et à ce moment-là, nous devons effectivement réunir l'intelligence africaine, notamment la matière grise qui est disponible, qui est en jachère, pour la mettre au travail. Et deuxièmement, effectivement, nous allons valoriser nos plantes médicinales, aromatiques, pharmacologiques, pour qu'elles soient adaptées effectivement à la modernité, si j'ose dire entre guillemets, des règles protocolaires pour en faire des médicaments qui seront le moteur de la reprise à la fois sanitaire, la reprise sanitaire, mais aussi économique. Donc, notre Afrique est possible. Il faut des décisions politiques courageuses et souveraines. Et pour répondre à l'inquiétude, l'Afrique va marcher avec les pays qui marchent. Les pays qui vont toujours suivre le colon, c'est le problème, mais les pays qui veulent marcher, qui se mettent ensemble pour fonctionner, pour protéger la population. Et d'ailleurs, la responsabilité de protection de la population, c'est la première responsabilité politique, c'est la première responsabilité de l'État, c'est la première responsabilité des hommes politiques. Celui qui en faillira trahira le peuple et il sera effectivement exposé à tous les scénarios de déstabilisation qui sont en train d'être inventés ou produits dans le monde. Donc c'est à chacun de choisir. Paul Kananoura, c'est à chacun de choisir. On note surtout, comme vous l'avez souligné, que l'un des défis pour le continent africain est faire de la médecine traditionnelle africaine un outil géopolitique d'influence à travers le monde, comme c'est le cas aujourd'hui pour les masques de protection ou les visières de protection contre le Covid-19 avec la Chine. Merci donc à vous, Paul Kananoura, docteur en géostratégie, spécialiste en gestion des conflits, en ligne de Bordeaux en France, où vous êtes aussi en confinement. On a eu également le docteur Charles Hobson, tradithérapeute camerounais, qui a bien voulu enrichir cette émission. Carole Guissot, correspondante de la Belle Radio et Télévision à Yaoundé au Cameroun. Au revoir Aziz. Au revoir Aziz. Je voulais juste dire que nous ici au Cameroun, on se confine déjà tout seul. Hein. On n'attend plus le mot d'ordre du gouvernement parce que on est devant une alternative, soit mourir, soit sortir et mourir du coronavirus, soit rester à la maison et mourir de famine. On garde espoir que Dieu gardera en vie tout le monde et que ceux qui sont malades seront également guéris. Lagrange Siméno Agnampé, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet Lige Council et diplomate. Et merci. Très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Rendez-vous est pris pour mardi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine.